Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir sur notre plateau. Mon invité d'aujourd'hui est un immense nom de la littérature francophone. Il est écrivain, il est dramaturge, il est romancier et il est aussi poète. Il participe cette année au Ciel 2026 avec son nouveau-né, Chant pour l'Afrique et les continents qui n'ont pas peur. Donc un livre plein de poésie, plein de musicalité, plein de sentiments, mais aussi plein de douleur. Donc avec moi, Monsieur Kébir Mustafa Ami. Monsieur Ami, très heureuse et honorée de vous recevoir. Merci, je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, c'est vrai que c'est un livre de poésie, mais la poésie, vous l'avez écrit déjà bien longtemps quand vous étiez enfant. Il paraît que vous envoyez des vers à une amie à vous Oui, en étant adolescent. Donc c'est ça, vrai. c'est pas nouveau, c'est pas la première fois. Voilà, c'est vrai. Je vois que vous avez bien cherché et trouvé des informations que peu de gens savent. C'est vrai que quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé à écrire de la poésie Mhm. et je faisais des vers pour ma petite copine à l'époque. Oui. Et Mm. voilà. Et puis, mais ensuite, la poésie s'est développée. C'était autre chose qu'un simple bouquet pour une amie, mais l'expression de choses beaucoup plus profondes. Monsieur Ami, vous êtes de père algérien, de mère marocaine. Vous avez vécu votre enfance, votre jeunesse à Taza. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette ville? Ben, je suis très attaché à cette ville parce que c'est une ville où j'ai eu mes premières émotions, ma première découverte du monde, mes premières lectures, tout ce qui a décidé par la suite de mon destin d'écrivain. Et je reste très attaché à cette ville. Oui. J'y retourne dès que possible. Mhm. C'est une ville qui m'accompagne dans tous mes déplacements. Même quand je suis loin du Maroc, Tsaza est avec moi. C'est un lieu qui continue d'être présent dans mes rêves, dans mes désirs d'avenir, dans tout ce que je fais et ce que j'ai envie de faire. Je vais vous poser une question. C'est une devinette. Je ne sais même pas si vous avez la réponse. Est-ce que vous avez fini par savoir qui a mis le livre de l'île au trésor chez vous ou pas encore? Vraiment bravo, parce que vous avez fait un travail vraiment d'enquêteuse et Hein, vous êtes allé un petit peu sur les traces de ce qui importe le plus pour moi. dans votre parcours? Je dis le plus pour moi parce que c'est ce livre, L'île au trésor, que j'ai trouvé un jour à la maison. Oui. J'ai commencé à le lire et je ne sais jamais, parce que mon père et ma mère ne savaient pas lire, en plus il était en français, et ce livre était à la maison, je m'en suis emparé, j'ai commencé à le lire, je l'ai dévoré, et puis je l'ai relu plusieurs fois parce Oui. que j'ai découvert le bonheur de la lecture. Mais à ce jour, je ne sais pas qui l'a posé là. Une main invisible. Humain invisible. Donc peut-être que c'était la main du destin, qui sait? Je crois, j'en suis profondément convaincu. Madame, Monsieur, ce que j'ai découvert et ce que je vais dire à Monsieur Kebirami, c'est qu'il a vu déjà son nom écrit sur le livre de l'île au trésor à la place de Stevenson. Oui, ça aussi, c'est une chose que je faisais souvent quand je lisais. Ça me plaisait tellement de Oui, lire et de relire. Et par la suite, je ne voyais plus le nom de l'auteur, Stevenson ou Daniel Defoe pour Robinson Crusoe ou pour Dostoevsky. Oui, voilà. Je voyais le titre du roman. Par exemple, je voyais L'île au trésor, ou je voyais Robinson Crusoe, ou je voyais Don Quichotte, mais je voyais à la place du nom de l'auteur Kébir Mustafa Ammi. Et ça me fascinait. Je me suis dit, il faudrait qu'un jour, moi aussi, j'ai mon nom sur la Et couverture vous d'un aviez livre. quel âge quand vous 15, aviez ces visions, ces 15 ans. prédictions? Oui, c'était un désir très fort. Oui, c'est ça. 15 ans, 16 ans, c'était, je me disais, ah, ça doit être bien d'avoir son nom sur la couverture d'un livre. Un nom. Oui, Je ne sais pas ce que ça va éveiller en vous. Si je vous dis Abderrahim. oui, le libraire, Oh, le bien libraire. sûr. Le libraire était un homme fantastique. Il tenait la librairie Cosmos à César. Oui. Et vraiment, il m'a permis de lire beaucoup de livres parce que Il je vous n'avais... prêtait les Oui, livres, oui. vraiment. Il me les prêtait parce que je n'avais pas toujours de l'argent pour acheter des livres. Oui. Il n'était pas question pour moi de demander à ma mère, elle n'avait pas d'argent, pour lui demander de me donner de l'argent pour aller acheter des livres.
Et lui, il savait que parce que Tsaza, à l'époque, était une petite ville, Oui, hein. c'est clair. Ça n'a rien à voir avec la ville très peuplée qu'elle est devenue. Et donc, on se connaissait tous. Il savait que j'étais dans l'impossibilité d'acheter des livres. Et il connaissait ma passion. Parce que tous mes copains jouaient au ballon, au foot, ou grimpaient aux arbres. Moi, je n'étais pas comme ça. J'étais un Oui. enfant un petit peu contemplatif. Et donc, j'étais toujours plongé dans les livres. Et c'est Abdelrahman, il savait ça. Il me prêtait les livres, il me disait simplement d'en prendre soin. Et j'en prenais soin. Je les lui rendais le lendemain ou 2 jours après. Mm. Très bien tenu. Après, il y a eu une rencontre qui a changé votre parcours et qui vous a permis peut-être Oui, de choisir le parcours oui. de l'écriture et de la littérature, si on peut en parler. Oui, très juste. J'ai rencontré un couple de professeurs, Mm. Jean-Pierre et Paul Pagliano. Paul est décédé maintenant, mais Jean-Pierre est toujours en vie. Donc ce couple qui était venu comme coopérant technique à César, comme enseignant, ils étaient très généreux. Oui. Ils se passionnaient pour le métier qu'ils faisaient. Ils animaient un ciné-club en dehors de leurs heures de travail, d'enseignement. On s'est rencontrés dans leur ciné-club parce que j'y allais toujours. Mhm. Je passais mon temps entre la lecture et puis les films que je pouvais voir. Oui. Et ils se sont rendus compte, voilà, que j'étais là, que je me passionnais pour la lecture, pour le cinéma. Et ils m'ont poussé, voilà, d'abord, parce que j'avais un petit peu quitté l'école. D'accord. Et ils m'ont aidé à retourner à l'école et ils m'ont aidé à passer le bac en candidat libre que j'ai passé. La dernière partie, d'ailleurs, je l'ai passé à Rabat au lycée Descartes. Mhm. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc, vous avez eu un bac français? Candidat libre français, oui, Oui. absolument. Mhm. Mhm. Et puis par la suite, il y a eu deux écrivains Oui, qui vous ont rendu oui, visite à Taza oui. et qui vous ont appelé jeune écrivain. C'est ça, ils faisaient une tournée parce qu'ils avaient eu des prix et puis ils allaient dans soit les instituts, les centres culturels, soit ils allaient dans les maisons de la culture, dans les maisons de la jeunesse, à Tsaza, à la municipalité, à Oujda, Mhm. etc. Quand ils sont arrivés à Tsaza, ils ont fait une conférence, une mini-conférence, une rencontre surtout avec le Oui. public, pour parler de leur roman. Et puis là, ce professeur Jean-Pierre Pagliano et son épouse Paul Pagliano étaient là à cette rencontre. Ils ont dit à ces deux écrivains, on aimerait bien que vous lisiez les œuvres de ce jeune homme. Les œuvres, c'était une petite nouvelle. Oui, Et ils ont lu cette nouvelle et j'étais très heureux parce que j'avais peur avant qu'ils ne lisent cette nouvelle. j'imagine. Et je pense qu'elle était franchement pleine de maladresse et pleine de fautes, mais ils ont été généreux. J'avais 16, 17 ans quand ils m'ont... 17 ans, je crois. Quand ils ont lu cette nouvelle, ils m'ont dit, jeune homme, vous êtes un écrivain. Mais vous êtes un passionné, vous êtes habité, monsieur Ami. Euh, monsieur Ami, je ne sais pas, il a à son effectif j'ai plus de 14 livres, en plus des essais, en plus. Et maintenant, il s'attaque à la poésie. Pourtant, il a toujours trouvé que la poésie était très difficile. Oui, Pourquoi? parce que pour moi, c'est l'art le plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de décrire. Décrire, à peu près tout le monde peut décrire avec un peu de talent les choses qu'on voit, les choses qui sont sous nos yeux, on peut les nommer. Je peux dire, sur cette table, il y a 3 livres, Mhm. vous les voyez, je les Oui. vois, tout le monde les voit, Mhm. il y a une caméra autour de nous, sur ces étagères, etc. Il y a du soleil au-dessus de la verrière. Mais la poésie, vous ne décrivez rien. Au contraire, vous essayez d'exprimer vos émotions. Les émotions et les sentiments sont intérieurs. Ils sont complexes, ils sont enchevêtrés, ils sont entremêlés. C'est difficile d'exprimer parce que vous ne décrivez pas le sentiment. Vous essayez de l'évoquer. Vous Mhm. essayez d'en exprimer comment dire, cette nature à la fois complexe et très dense. Et c'est ce qui fait la difficulté de la poésie. Mhm. Cette année au ciel, donc bien sûr, on rend hommage à Ibn Battuta. On a un autre Ibn Battuta devant nous. Donc, vous avez beaucoup voyagé. Oui, Vous avez sillonné le monde entier, notamment l'Afrique. oui, Et cet amour pour l'Afrique vous a poussé à écrire ce beau livre qui est un recueil qui parle de la beauté de l'Afrique, où bien sûr vous faites des éloges pour l'Afrique, pour notre continent, oui, mais il y a aussi beaucoup de douleur beaucoup, et beaucoup de lumière aussi. beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Ben, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais sillonné toute l'Afrique Oui. depuis que je suis jeune, j'étais jeune. J'ai sillonné, je suis allé un petit peu partout, au nord, au sud, à l'est, dans l'ouest.
Et il y a très très peu de pays africains où je ne suis pas allé. Je faisais un petit peu de journalisme en freelance D'accord. et je faisais un petit peu de reportage pour les cinémas, etc. Et donc j'ai eu la chance pour plusieurs rédactions, pour plusieurs radios d'aller dans ces pays d'Afrique. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je décrive un petit peu, que je donne ma vision de l'Afrique. Parce que jusque-là, c'était une vision de l'Afrique un peu soit folklorique, Oui. soit exotique, qui était donnée souvent par des Européens. Moi, je pense que j'ai donné une autre vision. Je voulais exprimer à la fois les douleurs, comme vous aviez dit, les blessures, mais aussi les espoirs et aussi la lumière de l'Afrique. Mhm. Où est-ce que vous vous sentez le mieux aujourd'hui, maintenant que la poésie est entrée dans votre parcours officiellement, je Oui, dirais, où je- entre les pièces de théâtre, entre les oui, romans, entre les oui, essais, la poésie, où est-ce que vraiment vous vous sentez vous-même? oui. Je me sens moi-même vraiment dans la conjonction de tous ces registres. J'en ai besoin. S'il me manquait l'un de ces registres, peut-être je ne Oui. tiendrais pas complètement debout. Il me manquerait quelque chose. J'ai besoin du roman parce que le roman est discursif, il permet de raconter quelque chose et d'essayer de convaincre sans même insérer de message dans le roman, mais simplement par le récit que vous faites, vous arrivez à dresser un tableau Mhm. qui va permettre par la suite de convaincre un lecteur de quelque chose. Mhm. La poésie, en revanche, j'en ai besoin aussi parce que elle a une immédiateté que n'a pas le roman, ou que n'a pas la pièce de théâtre, ou que n'ont pas les autres genres. Donc, j'ai besoin de tous ces genres-là, et je me Mhm. sens le mieux dans cette complémentarité. Mhm. Ce qui m'impressionne personnellement, et bien entendu d'autres critiques d'art, c'est que cette diversité dans les thématiques de vos livres et aussi dans les personnages. Oui, et je dis souvent qu'il faut pas chercher à aller dans la tête, à l'intérieur d'une tête d'écrivain, parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête Eh ben, il y a maintenant? beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnages, il y a des bousculades entières, D'accord. il y a les personnages sur lesquels on veut écrire, il y a les absents qui comptent pour nous, les absents proches, mais les autres absents, ceux qui ne nous sont pas proches. Et tout cela participe à donner du sens au monde. Et la tête d'un écrivain est pleine de tout cela parce qu'elle n'a qu'un désir, c'est donner du sens à ce que voit un écrivain. Mhm. Est-ce que vous avez dans la tête maintenant, vous dites, la prochaine fois, je vais travailler sur ce sujet ou bien sur un autre? Je me dis ça, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme ça. Et ça fonctionne comment Ça normalement? dépend. Vous vous dites ça, quelquefois, ça peut fonctionner. Mais souvent, c'est autre chose qui vient à la place. Et cette idée-là, vous êtes obligé de la remettre de la reporter pour une autre fois. Vous voyez, Mhm. les choses sont très complexes. Vous ne décidez pas de tout. Vous pensez que vous êtes maître à bord, mais en fait, il y a autre chose. Il y a un mystère. Ça, on ne peut pas le définir. Et c'est ça qui fait la beauté de l'art et de l'écriture. C'est qu'il y a une part mystérieuse. Il y a une main invisible qui décide pour vous. Vous avez beau faire des plans, dire je vais écrire ceci, je vais dire cela, mais il y a un moment donné, il y a des choses qui se font à votre insu. Il y a des rêves qui sont enfouis, il y a des blessures qui sont enfouies, il y a des promesses qui sont enfouies. C'est tout ce que vous avez vécu et qui ont fait la femme ou l'homme qu'on est. Vous Mhm. comprenez? Vous considérez-vous comme un écrivain pessimiste ou optimiste? Alors là, je crois que dans la réalité, je suis assez empreint de pessimisme. Oui. Mais en revanche, comme je crois en l'humain, je veux me donner la force de croire que le monde ne peut pas être ce monde brutal qu'on a devant les yeux, mais qu'il ne peut être qu'un monde qu'on peut transformer par une volonté commune, collective. Donc il y a une part d'optimisme qui vient se placer sur mon chemin. Mhm. Dans votre dernier livre, donc Chant pour l'Afrique et les continents qui n'ont pas peur, si on s'arrêtait à la phrase et les continents qui n'ont pas peur, Oui, est-ce que l'Afrique a un continent qui a peur ou qui n'a pas peur? l'Afrique, c'est le continent qui n'a pas peur. Oui. Les autres continents, c'est pour ça que justement je les ai inclus, c'est tous les autres continents. Mm. Ils ont fait beaucoup de mal à l'Afrique. Mais il n'est pas question de se retourner contre ces continents-là et de leur faire du mal. Bien entendu. Moi, je suis un humaniste. Nous sommes sur le même navire. Nous avons tous commis des choses qui étaient répréhensibles. Mm. L'Afrique a beaucoup souffert, mais elle ne doit pas faire souffrir. L'Afrique a beaucoup souffert
l'Afrique doit aujourd'hui tout faire pour un monde en paix, pour un monde réconcilié, pour un monde qui aime tous les siens. Et tous les siens, c'est quoi? C'est qui? C'est pas simplement les Africains, mais c'est même les continents autres. Mhm. Mais je souhaiterais qu'ils deviennent des continents qui n'ont pas peur. Parce que jusque-là, c'est la peur qui a rendu le monde instable, qui a rendu le monde désireux de commettre des actes de violence. C'est quand on ne connaît pas l'autre qu'on est enclin à commettre des choses répréhensibles. On dit de vous que vous êtes un citoyen du monde, que vous êtes un auteur du monde. Oui. C'est-à-dire que quand vous n'écrivez pas pour le Maroc ou bien pour la France, mais vous écrivez pour l'humanité de manière générale. En tout cas, je crois que, et c'est de cette manière, je pense, quelque part sans y avoir réfléchi, hein, Oui, qu'on peut rendre le plus grand service à son pays et aux siens. oui, C'est quand je suis très heureux quand on voit le travail que je fais, on dit cet écrivain marocain a fait ceci. Vous voyez, c'est-à-dire sans écrire directement pour les miens, mais le mien, ils sont pour moi inscrits dans cette humanité globale. mhm. Et donc c'est comme ça qu'on peut rendre service, qu'on peut accompagner notre pays en donnant le meilleur de soi, parce que le meilleur de soi, c'est le meilleur du Maroc que nous avons en nous. Donc, Monsieur Ami, vous avez dit que vous avez plutôt une vision, ou vous êtes plutôt une personne qui a une vision un petit peu pessimiste. Pourtant, dans vos écritures, surtout si on parle de votre dernier recueil, on peut Oui, l'appeler recueil, bien voilà, sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un recueil, c'est de la bien poésie, sûr. madame, monsieur. Donc, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de musicalité, il y a Oui, du chant, mais c'est tellement optimiste. oui. Mais je vous ai dit, il y a cette dualité chez moi. Il y a ce pessimisme quand je vois le monde tel qu'il est, mais en même temps, il y a une force optimiste chez moi. J'ai Mhm. un désir très fort, et vous l'exprimez très bien dans ce long poème, parce que ce n'est qu'un long poème. Il y a toute la lumière de l'Afrique, il y a tous les rythmes, il y a tout l'amour que peut susciter l'Afrique. Et à chaque fois que j'ai traversé ce continent, et j'y étais encore, je suis allé au plein sud de l'Afrique au mois de décembre dernier D'accord. pour un assez long voyage, et c'est toujours la même chose qui me frappe, comme si j'y allais pour la première fois. C'est cette lumière, c'est cette générosité, ce désir de partage avec le monde. Et j'essaye de l'exprimer un petit peu à ma façon. Est-ce qu'il y a un message précis que vous avez essayé de faire passer à travers votre livre? Parce on parle d'Afrique, on parle de plusieurs pays, on parle de votre parcours, on parle de votre famille, il y a votre mère Oui, aussi, donc c'est un mélange. oui, complètement. Mm. C'est effectivement un long poème qui mêle à la fois l'intime, Oui, le psychologique, oui, l'histoire, la traite des Noirs, l'esclavage, les colonies, la colonisation, l'identité, l'identité, la mémoire, l'exil, l'errance, toutes ces choses-là, effectivement, sont réunies dans ce long poème. L'amour du jazz, par exemple, puisque ouais. Billie Holiday a une place très importante, Archie Shepp aussi, un autre grand musicien américain, afro-américain. Donc tout cela était pour moi très très important de mêler tous ces registres dans ce poème. Et ce que je voulais, c'est ce que je veux, je crois, dans tous mes livres, c'est-à-dire vraiment essayer de poser des questions aux D'accord. lecteurs, lecteurs et lectrices. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai le souci constant, non pas d'apporter des réponses, mais de poser des questions, de comprendre, d'essayer de comprendre avec le lecteur et la lectrice pourquoi nous vivons comme ça. Qui sommes-nous, vous et moi? Est-ce que nous ne sommes pas l'envers de l'autre? Est-ce que Ouais. vous, vous n'êtes pas moi et moi, je ne suis pas vous? C'est le hasard qui a fait les êtres humains tels qu'ils sont. Donc, cette question-là essentielle qui porte sur l'identité et puis tout ce que je vous ai dit, sur l'intime, sur le psychologique, sur les guerres, elles rejoignent tout ce questionnement. On est aujourd'hui à un événement, on assiste tous à un événement assez particulier, donc au Salon international de l'édition et du livre. Donc, on a eu le plaisir de vous voir présenter votre dernière œuvre. Donc, ce genre d'événement, qu'est-ce que ça rapporte, bien sûr, à la culture et surtout à promouvoir le fait de lire? Oui.
notamment par rapport à nos jeunes, avec toutes les inventions technologiques, le numérique, maintenant l'intelligence artificielle, entre le positif et le négatif. Je n'y vois d'abord que le positif, c'est-à-dire la possibilité déjà effectivement de mettre les livres voilà, sur place, d'inviter des auteurs, les éditeurs mettent en avant des écrivains, des écrivaines, et ça donne envie, je pense, aux jeunes lecteurs et aux moins jeunes lecteurs, le désir de rencontrer déjà ces écrivains, de rendre l'écrit, le livre, comme quelque chose d'absolument banal, pas quelque chose de difficile, des écrivains qu'on ne peut pas contacter. On se rend compte que les Ouais, écrivains sont des gens comme vous et moi. Et ça rend, je suis sûr que ça favorise l'écriture. On se rend compte que l'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit un livre, mais qui est comme s'il était en train de nous dire quelque chose à l'oreille, quelque chose de très personnel. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que ça rend nos livres disponibles. En ce qui me concerne, oui. cette année, par exemple, pour cette édition, le CCME, Mhm. le Conseil des Marocains de l'étranger, a publié un coffret de 5 de mes livres. D'accord, Ils ont choisi 5 de mes livres, ils en ont fait un coffret. C'est magnifique, je suis heureux. Parce que bien jusqu'à sûr. présent, beaucoup de gens disaient que, comme mes livres sont publiés à l'étranger, en France, beaucoup de gens disaient qu'ils ne trouvaient pas mes livres, les Ouais. professeurs d'université. Donc avec ça, on les trouve. Et en plus, ça coïncide avec une année où mon livre Mardoché, qui était l'histoire de ce juif marocain qui servait de guide à Charles de Foucault Mhm. pour l'espionnage du Maroc, ce livre a été retenu cette année sur la liste de l'agrégation. Donc ça a D'accord. permis une plus grande diffusion de mon livre hors salon, mais aussi pendant le salon. Donc c'est Mhm. une bonne chose. Donc, parce qu'on va bientôt, malheureusement, finir cet entretien, on a l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve et que c'était prédestiné pour vous. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez pris le même chemin, vous auriez fait le même choix, vous auriez fait le même parcours? Parce que vos frères, Oui, l'un d'eux a fait des études supérieures, oui, l'autre a repris, je pense, l'atelier de votre père, Allah yarhamou, Fadnar. absolument. Mais vous, Oui, vous voyez déjà votre oui. nom sur les livres et je me demande quelle a été votre impression quand vous avez vu réellement votre nom sur un livre. C'était beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions et je me suis souvenu du jeune garçon de 15-16 ans qui rêvait de voir son nom sur la couverture d'un livre. Je suis resté assez, comment dire, paralysé de bonheur face à la couverture de mon premier livre. J'étais, c'était difficile pour moi de me libérer de ce sentiment, un sentiment de très très grand bonheur. C'était beau. Oui, et donc Mhm. si c'était à refaire, oui, des moments comme ça, je demande d'aller vivre encore, bien sûr. Et des entrevues comme ça, je demande encore à les avoir de plus en plus. Monsieur Kébir Mustafa Ami, c'était un plaisir et un honneur. J'aurais aimé que ça dure plus. J'espère avoir l'occasion de vous recevoir encore des fois et des fois avec d'autres livres. Inch'Allah, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'est un plaisir partagé. Madame, Monsieur, on est arrivé au terme de cette interview. Je rappelle, mon invité d'aujourd'hui est Monsieur Kébir Mustafa Ami. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous dis à très bientôt.